téléspectateurs, il est, comme à l'accoutumée dans nos émissions, intéressant de nous interroger sur la responsabilité humaine et aussi sur la responsabilité de l'Afrique par rapport à elle-même, sur la responsabilité de l'Africain par rapport à lui-même, par rapport à son être au monde, par rapport à sa manière d'être au monde, par rapport aux concepts et aux actions qu'il pose pour pouvoir exister dans le monde que nous traversons. Professeur Mouchili, nous vous avons invité ce matin pour discuter de la chance, du hasard et de la nécessité. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Merci infiniment, professeur Mouchili. Professeur, la notion de chance chez nous vient tout le temps. Peut-être pas seulement chez nous, ça s'entend aussi dans les autres cultures. Les gens utilisent le concept de chance. On a eu la chance de, on a été favorable à. À côté de la notion de chance, nous posons la notion de hasard et la notion de nécessité. Commençons par les définitions. Oui. Déjà, il faut expliquer que la chance est d'abord un fait épisodique. Et c'est des choses qui nous arrivent sans nous et parfois malgré nous et en faveur de nous. C'est pour cette raison qu'on parle de chance. D'un autre côté, des choses peuvent nous arriver sans nous, malgré nous, en fonction de la non-maîtrise ou même de la maîtrise qu'on a de l'univers, mais dont les données sont toujours non totalement connues et qui pourraient déterminer l'arrivée d'un ensemble d'éléments que nous n'avons pas pu contrôler. Oui. Quand ça relève de ce qui nous met en mal dans notre existence, on n'appelle pas ça chance, on parle peut-être de malheur. Mais quand c'est dans le sens qui va en droite ligne avec ce que nous souhaitons et qu'il nous arrive dans notre parcours existentiel, on parle de chance. Sinon, c'est un concept que moi, je n'aime pas beaucoup, étant donné que, puisque on va enchaîner avec le hasard. Bon, vous savez, le hasard, c'est un concept qui, dans l'histoire de la philosophie, a d'abord été totalement rejeté. Si on se réfère, par exemple, à un présocratique comme Hippocrate, qui disait que le hasard n'existe pas, ça n'est qu'un nom. Parce que si nous poussons l'intelligence à un niveau hautement déterminant, on sera capable de penser la totalité des choses qui peuvent nous arriver, qui structurent l'univers, et à partir de là, on pourra savoir pourquoi le passé a déterminé le présent et pourquoi le présent déterminerait le futur. Sachant la combinaison des choses qui produisent les événements actuels, on pourrait se projeter dans l'avenir avec certitude. Voilà ce que les anciens disaient, à l'instar de Hippocrate, pour remettre en question la possibilité d'existence du hasard. Mais il faut voir que jusqu'à très récemment, il y a eu d'autres scientifiques qui ont pensé que le hasard était à ne pas considérer. À l'instar de Laplace. Laplace lui-même dit que tout dépend de la faiblesse ou de la force de notre intelligence. Selon qu'on est faible, on croit au hasard, mais quand on donne une capacité d'intelligence qui va toujours plus loin que ça à quoi on s'attend, on est sûr qu'on parviendra à un moment où le hasard n'existera plus. Et à notre époque, disons 20e siècle, début du 21e siècle, on a Albert Einstein qui a cru au principe de nécessité, de déterminisme jusqu'au bout. Même lorsqu'il est confronté à quelqu'un comme Georges Lemaître en 1917, qui l'amène à comprendre qu'on ne pourra pas penser que l'univers serait déterminé. Même si dans le système solaire, on assiste à des mouvements concentriques dont la régularité est telle qu'on pourrait penser à l'absence d'un déterminisme. Quand on fait les calculs, qu'on prend par exemple en charge l'étude des données du Soleil, en s'y rapprochant le plus possible, on voit que l'ensemble, les implications qui ont lieu entre les structures subatomiques qui constituent l'hélium, qui est le carburant qui donne lieu au Soleil, alors on verra qu'à tout moment,
il peut y avoir des implosions à l'intérieur même du Soleil. Donc, il est possible qu'il y ait une fracture dans la structure du Soleil et que cela nous amène à une sorte de vie, et de destruction de toute forme de vie, selon que ce Soleil, ayant connu un type d'accident, pourrait peut-être brûler la couche d'ozone et nous atteindre, parce que si on reçoit à 100% la quantité de Soleil partie de là où il se trouve à nous, on pourrait cramer tous. Oui. Et là, quelqu'un comme Albert Einstein n'a pas pensé à la possibilité de hasard, d'existence de hasard, que tout est déterminé. Mais en 1964, il y a des Américains astrophysiciens qui découvrent que dans les espaces interstellaires, il existe ce qu'on appelle des fonds diffus cosmologiques, qui sont des ondes gravitationnelles dont la dynamique influence la structure de l'univers et permet de croire que de toutes les façons, il y a possibilité de fin de l'univers. Donc, ces accidents qui peuvent se produire parce qu'il y a instabilité à l'intérieur de l'univers créent la possibilité de fin des choses. Et même, comment sommes-nous arrivés au monde? Voilà le premier hasard. Le premier hasard parce que il y a 4 milliards d'années, dissipation de la quantité de radioactivité à la surface du sol et apparition des premières formes de vie. Comment? Il y a une dislocation des étoiles qui sont mortes et création des premières formes de vie unicellulaires dans des fonds sous-marins. Et au fur et à mesure de l'évolution de ces premières formes d'existence, une flore sous-marine va se créer, une possibilité d'existence d'autres espèces vivantes va se construire. Les hommes vont commencer à apparaître, mais très récemment encore, parce que la forme actuelle de l'humanité, c'est 200 000 ans. 200 000 ans, il n'y a pas... les Homo sapiens ont au plus 200 à 250 000 ans d'existence. Voilà. Tout ça montre que le hasard est possible. Bon, maintenant, le débat que crée Jacques Monod en écrivant Le hasard et la nécessité est né du fait que, pour lui, il pense que le hasard a le plus contribué à l'avènement des espèces vivantes. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a un principe de nécessité qui a présidé à l'existence des espèces vivantes que nous sommes. Cette idée l'oppose à quelqu'un comme Trinh Xuan Xuan, qui est lui aussi astrophysicien, qui pense dans un livre qu'il a intitulé Le chaos et l'harmonie, que quand même on n'attribuerait pas l'existence, l'avènement de l'existence, l'origine de l'existence à un Dieu, il faut tout de même accepter que la succession des événements dans l'histoire est déterminée par un principe de nécessité qui fait en sorte qu'on ne peut pas croire que l'homme sera arrivé au monde par hasard, mais par nécessité. Mais dans les deux cas, on n'est pas en train de... On évacue la possibilité d'existence d'un créateur. Mais jusqu'où sommes-nous capables d'affirmer que c'est par nécessité que nous sommes arrivés au monde? Jusqu'où sommes-nous capables d'affirmer que c'est le hasard qui détermine l'arrivée de l'homme au monde? Mais le principe anthropique, c'est-à-dire le désordre qui structure l'univers et qui montre qu'un jour l'univers mourra comme toutes les autres espèces vivantes, est une preuve suffisante, probante, pour démontrer que le hasard a présidé à l'avènement de l'existence. Donc c'est une possibilité. Vous avez parlé de bon, vous savez, on ne peut pas expliquer le hasard en le dissociant du concept de nécessité. Et je pense que mes explications ont donné lieu à ce qui fait la nécessité. Là, ce sont des courants philosophiques, nés de l'interprétation métaphysique des données physiques. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chez les physiciens,
quand on est à l'échelle subatomique, le principe de complémentarité nous amène vers une interprétation métaphysique de la réalité physique. Et c'est pour cette raison que lorsque Bachelard parle de la métaphysique, il dit qu'il est nécessaire qu'on ne pense plus la métaphysique comme les classiques, comme les anciens, mais il faut penser la métaphysique, une sorte de métaphysique objectivement rectifiée. Et là, on sera dans une métaphysique qui s'approprie la réalité vivante, et non une métaphysique qui naît de la simple intuition intellectuelle, comme aurait pu le dire Descartes. Prof, quel rapport entre la chance, le hasard, la nécessité et la probabilité? Bon, disons que la probabilité doit être le terme scientifique permettant de définir le mieux possible le concept de chance. Voyez-vous? Bon, ça veut dire que pour qu'un événement arrive, il y a un grand nombre de possibilités d'arriver d'autres éléments. Oui. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons qu'on lance un dé. Non, laissons même le dé. Et prenons ce qui nous préoccupe au plan existentiel. Par exemple, les médicaments que nous consommons. Bon, quand on fait la recherche, des hypothèses qui sont posées nous amènent à plusieurs possibilités de réponses. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous motive à choisir un des résultats possibles comme le médicament qui sera utilisé pour venir à bout d'un certain nombre de maladies? Regardez un peu quand il y a eu floraison du coronavirus. Quand on vous disait tel vaccin est 75%, tel autre à 80%, c'est le nombre de probabilités qui permettent de savoir quelle est la garantie qu'on a à se retrouver guéri après avoir consommé tel ou tel type de médicaments. Voyez-vous? Bon, ça veut dire qu'il y a toujours possibilité d'échec ou bien possibilité d'effet contraire dans le type de médicament que l'on choisit. Mais c'est les tests qui vont démontrer quel est le médicament le plus probant et le plus indiqué pour venir à bout des maladies, parce que la recherche à ce niveau doit contribuer à la pérennité de l'existence de l'homme. Prof, est-ce qu'on peut considérer que ce soit la chance, le hasard ou la nécessité, elles sont relatives, puisqu'il y a le hasard, ils sont relatifs au niveau de responsabilité du sujet qui interprète? Le sujet n'interprète pas seulement, puisque le sujet invente, le sujet découvre, le sujet structure le principe procédural qui mène à l'établissement d'un résultat comme celui-là qu'il faudra utiliser pour venir à bout d'un mal-être ou d'une maladie ou alors d'un problème de société. Et on ne peut pas dire qu'il y a parmi les éléments, les concepts que vous avez cités tout à l'heure, un principe qu'il faudrait totalement négliger. Parce que, par exemple, quand vous êtes dans la recherche, vous êtes confronté à un nombre élevé de possibilités, étant donné que la science, même dans sa définition, c'est la recherche des possibles. La science n'est pas la recherche de la vérité. Mais, prof, oui. La science, oui. Prof, pour une question de méthodologie, est-ce qu'il va falloir que le chercheur, celui qui initie l'action, soit ouvert à ces possibilités? Parce que si tout absolument, il est ouvert. C'est pour cette raison qu'il fait la recherche. Il doit être ouvert. Parce que quand vous dites qu'il est ouvert, parce que nous parlons à ceux qui nous écoutent, et qui certainement se disent, dans telle situation que j'ai eue, quels étaient les possibles pour que je parvienne à tel résultat. Mais tout le monde ne parle pas nécessairement de cela. Moi, j'interviens pour que vous puissiez apporter peut-être dire à ceux-là que chaque fois qu'il y a une action possible,
qu'il y a une action, il n'y a qu'une action possible parmi des possibles. En fait, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je vous comprends. Ce que je dois vous dire, c'est que, étant donné que la science est la recherche des possibles, et que toute recherche aboutit à l'obtention d'un nombre élevé de résultats. Bon, maintenant, dans le sens pragmatique, c'est-à-dire quand il faut maintenant choisir une des possibilités parmi les possibilités créées, le plus efficace et le plus convenable à la situation. Voyez-vous? Très bien. Donc, il faut aussi savoir que quand on veut accéder à la science, on doit d'abord essayer d'évacuer tout ce qu'on entend, tout ce qui constitue nos préjugés. Très bien. Nos considérations partisanes ne doivent pas influencer notre marche à l'intérieur de l'objectivité scientifique. Oui, oui. Et du coup, la notion de responsabilité est relative à à un a priori ou alors à un a posteriori. Non, non. La notion de responsabilité se construit. Parce que la science est un pouvoir. La science n'est pas nécessairement volonté d'avoir des résultats souhaités. Mais lorsque nous avons contribué à construire une théorie qui peut être mise en pratique, la pratique peut donner lieu à plusieurs possibilités. Ce qu'on a utilisé, c'est-à-dire les molécules qu'on utilise pour avoir un remède qui guérit, sont les mêmes molécules qui, utilisées dans certaines circonstances, donneraient lieu au poison. Donc, ça veut dire que la science vous donne le pouvoir de savoir quelles sont les possibilités auxquelles vous pouvez parvenir lorsque vous avez entrepris de mener une recherche dans tel ou tel sens. Voyez-vous? Oui. Donc, il faut davantage considérer la science comme un pouvoir. Parce qu'on étiquette en balançant des concepts péjoratifs à l'endroit de la science, comme si la science était une réalité ontologique. Non, la science est le pouvoir qu'a l'homme sur la nature et sur lui-même. Et par conséquent, ce pouvoir peut être utilisé dans un sens qui nous satisfait ou dans un sens qui pourrait remettre en question notre existence. Bon, maintenant, la responsabilité intervient parce que celui qui fait la recherche ne cherche pas sa mort. Il cherche à éterniser, à faire éterniser son nom et sa et à créer une notoriété qui le maintient en vie quand même il serait mort. Alors il ne peut pas le faire dans le sens de remettre en question l'existence. Sauf que toute recherche scientifique est déjà prise de risques. Et on ne peut pas faire la science si on a peur des risques. Et c'est pour cette raison que je me suis toujours posé contre la perception d'une sorte d'heuristique de la peur. Moi, je voudrais qu'on développe plutôt une heuristique du courage. Oui. Bon, tout en sachant que c'est dans le risque et c'est le goût du risque qui nous met sur la voie des grandes découvertes et des grandes inventions. Prof, est-ce que la chance, le hasard ou la nécessité ne sont pas que des a priori de langage, c'est-à-dire d'interprétation en fonction d'un déjà là, que chaque sujet a déjà? Non. Vous savez, la science est d'abord déconstruction des a priori. Avant toute chose, c'est la déconstruction des a priori. Nous ne sommes plus à l'époque de Platon où le chercheur cherchait ce qu'il savait déjà parce que son âme avait vécu dans un monde précédent où elle connaissait tout. Mais cette âme est devenue oublieuse pendant la chute brutale, sa chute brutale dans le corps. Voyez-vous? Non, on n'est plus à ce niveau. Le chercheur est un sujet qui sort de lui-même pour aller chercher ailleurs que dans lui-même la conception qu'il faut avoir du monde. D'où l'expérimentation. Vous voyez que la science pensée par Platon ne pouvait pas être expérimentale si c'est
dans notre âme qu'on va trouver la solution fondamentale aux problèmes qui se posent à nous, parce que la science ne doit pas être associée à tout ce qui relève de la génération et de la corruption, selon Platon. Il faut voir, quand il fait le débat de géométrie, sur la géométrie, il y a 2 de ses étudiants, dont vraiment les noms ne me viennent pas là tout de suite, mais ces étudiants-là sont allés chercher des instruments pour résoudre une question de géométrie. Platon s'est trouvé tellement courroucé parce que ces étudiants-là ont souillé la science en apportant pour principe de lecture des choses qui relèvent de la génération et de la corruption. Parce que pour lui, il ne fallait pas utiliser des instruments pour penser même les schémas, les schémas scientifiques, les schémas en géométrie. Bon, on se demande comment Platon structurait un carré ou un losange. Ou alors, fallait-il que cela n'existe pas dans les faits? Bon, je ne sais pas. Mais ce que je crois, c'est que lui, il était à la quête des idées immuables et éternelles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce niveau. La science est ouverture à la critique. Et une théorie ne reste valable que si elle a résisté pendant le plus longtemps possible aux différentes critiques auxquelles elle fait face. Je reste sur la distance qui est entre le chercheur et l'objet de sa recherche. Oui, oui. Je lance un dé. Si je m'attends à obtenir un même chiffre, oui. Je lance 3-4 fois, je n'ai pas le même chiffre, oui. Je peux considérer que je suis pas chanceux, ou alors que je suis malchanceux. Mais celui qui obtient les 3 ou 4 fois les mêmes chiffres peut considérer qu'il est chanceux. Voilà. Est-ce que cette relation que j'ai avec mon a priori n'est pas justement un problème de responsabilité que j'ai ou pas par rapport aux résultats que je vais obtenir? Non, c'est parce que je pense que les choses doivent être comme je crois, que je commence à me dire chanceux ou pas chanceux. Non. Chanceux ou pas chanceux, ça ne doit pas être intervenir dans la justification d'un principe scientifique. À partir du moment où on est dans un jeu de hasard, la chance relève de la subjectivité. Ça relève en ce moment de la subjectivité. Parce que un dé a 6 faces. Et ce que vous souhaitez est un cas sur 6. Est-ce que il y a une manière de tenir le dé de façon à ce que apparaisse absolument ce que j'ai voulu? En ce moment, on aurait pipé les dés, on aurait peut-être créé une forme de corruption de façon à ce que quand le dé pourrait atterrir selon que je souhaite, le résultat est validé. Non, il faut savoir que quand on fait la recherche, on fait des sauts dans l'inconnu. Et l'inconnu ne nous révèle pas ce qu'on a pensé auparavant, mais ce qu'il est selon qu'on ne le connaissait pas auparavant. Et maintenant, lorsque on entre, on recule le plus possible de nous, les bornes de l'ignorance. On commence à avoir une plus grande maîtrise de notre environnement et une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Prof, qu'est-ce qui est plus proche de la science? Est-ce que c'est celui qui considère qu'il est chanceux ou malchanceux, ou alors celui qui considère que c'est un hasard? Ce qui est le plus proche de la science, c'est celui qui considère que le résultat de la science n'est pas déterminé par ses a priori. Et dans quel cas il peut considérer que c'est une nécessité? Non, la nécessité ici intervient dans la structure du discours scientifique. Parce que les implications logiques qui ont lieu entre les différentes phases de démonstration doivent être telles que aucun principe n'apparaisse de façon superfétatoire dans une logique de démonstration. Donc le principe de nécessité en science intervient pour donner une structure logique et une structure équilibrée et cohérente à une logique à un procédé de démonstration. Oui, oui. Professeur, on peut considérer que l'explication
vient résoudre le problème de hasard, de chance et de nécessité. L'explication, si elle est articulée à l'expérimentation, Bien sûr. en ce moment, parce qu'une théorie scientifique n'a de valeur qu'en fonction de la capacité d'une expérimentation à conforter cette théorie dans ses fondements. Si il n'y a pas un principe expérimental rendant possible la justification de l'établissement de la théorie, alors cette théorie vole en éclats. Prof, est-ce que le hasard, la chance et la nécessité sont des antisciences? Je vous ai dit, la nécessité, c'est un moment d'explication, de démonstration, un moment structurant de la démonstration scientifique. Le hasard relève de la probabilité, c'est-à-dire le nombre de possibilités rendant, j'allais dire encore rendant possible, pouvant expliquer l'arrivée au terme d'une recherche des résultats. La chance, il faut sortir ça de la logique scientifique. Ce qui est important en science, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et nous en avons parlé lors d'une autre émission ici. J'ai dit que la sérendipité est le résultat auquel on parvient. L'exemple le plus probant de l'histoire, c'est Fleming. Dans quel contexte et dans quelles conditions Fleming découvre la pénicilline? C'est vrai que c'est un chercheur, mais l'aboutissement à la pénicilline n'est pas totalement pensé. C'est la réaction qu'a une substance lorsqu'il constate que les solutions qu'il utilise pour mener des recherches sont en contact avec d'autres substances, avec cette autre substance, et donnent lieu au processus de destruction d'un certain nombre de bactéries. Ça, c'est la sérendipité parce que il a fait de la recherche. Il a pris des dispositions possibles. Mais le levier qui l'amène à trouver la pénicilline n'a pas été nécessairement pensé comme devant aboutir à la pénicilline. Et là, en science, on appelle ça la sérendipité. C'est que le commun des mortels pourrait interpréter comme une sorte de chance. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se promène et trouve de l'argent sur la route pourrait parler de chance. Parce qu'il n'était pas en train de chercher de l'argent. Mais celui qui est en train de faire la recherche pour aboutir à un résultat. Et le résultat qui émerge, et c'est à quoi il n'a pas nécessairement pensé. Là, on ne parle plus de chance, on parle de sérendipité. Oui. Prof, dernière question. Quel rapport entre le chercheur et les concepts de chance, hasard et nécessité? Quel type de rapport? C'est un rapport d'objectivité. L'objectivité voudrait que on ne s'appuie pas sur une sorte de chance, mais qu'on pense que la conscience qui réfléchit et pose le principe et la méthode scientifique est une conscience qui est déterminée par la responsabilité de celui qui fait la recherche. Et au nom de cette responsabilité, on suppose qu'on se détache de tout déterminisme pour être sûr que ce qui arrive, même si c'est à l'issue d'une recherche qu'on a cru être nécessaire pour aboutir à un résultat, cela ne suppose pas qu'il y a un principe déterministe qui fera en sorte que le résultat auquel on aboutit soit celui qui devrait arriver nécessairement. Parce que ce résultat n'est qu'un résultat parmi les possibilités de résultats qu'on aurait pu ou dû obtenir. Bon, maintenant, la nécessité,
c'est deux volets. Nécessité comme principe faisant partie de l'objectivité scientifique, et je vous ai dit, c'est ce qui concourt à la réalisation d'une démonstration cohérente. Parce qu'on va saisir les implications entre les différents concepts qui se succèdent à l'intérieur d'une logique démonstrative. Vous voyez donc ce qu'on entend par nécessité. Le hasard suppose la possibilité d'accident, la possibilité d'obtention d'un résultat. J'aime prendre l'exemple du Viagra. Personne n'entrait dans un laboratoire pour chercher le Viagra. On faisait la recherche sur un principe contraceptif. Mais lorsqu'on a fait les essais, ça a donné ce que le Viagra donne. On a vu que cela était bon. Est-ce que vous pouvez encore vous en séparer? Je ne parle pas de vous particulièrement, je parle de... Merci infiniment, professeur Moucheli. Merci pour cette invitation. Disons-nous, chers téléspectateurs, sous ce riz, à très bientôt sur Africa TV.